Alors, je vais commencer à introduire, parce qu'on a un petit léger retard, et en plus, on a un autre intervenant de Madame Hind Bedlaoui, qui ne pourra pas assister, parce que là, il y a un accrochage sur, sur la route, donc ça nous arrive tous. Donc, on l'excuse, on lui souhaite beaucoup de courage, parce que c'est un long parcours, le constateur qu'on a tous passé un moment. Mais ça nous fait penser peut-être sur cette problématique de carbone et de déplacement, parce que nos déplacements génèrent beaucoup de carbone. Et donc justement, cette conférence va parler de taxe carbone, parce que des fois, il y a la carotte pour inciter, encourager vers des bonnes pratiques, mais quand la carotte a une durée, et après la carotte, on passe au bâton. Et donc là, il y a une taxe carbone dans laquelle on parlait déjà l'année dernière. Elle devait être prévue dans la loi de finances, le projet de loi de finances de 2024. Il y a une semaine, il y a eu une annonce du gouvernement comme quoi cette taxe carbone sera intégrée dans la loi de finances 2025. Les impératifs mondiaux et les engagements du Maroc internationaux, notamment à la COP 22, la COP 21 à Paris et la COP 22 à Marrakech, le Maroc a engagé a signé des engagements en termes de décarbonation de notre économie. Donc quand on parle d'économie, on va parler de l'industrie, le transport, l'énergie, le bâtiment, l'eau. Donc le Maroc a présenté un rapport en 2014, en août 2014 aux Nations Unies. Donc juste la veille de la COP 21 à Paris, où il s'est engagé à réduire ses émissions de carbone. À l'époque, on parlait de 13%, non conditionné, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'appui financier pour atteindre les 13%, mais si on voulait aller si on a un appui financier, on peut aller au-delà on parlait à l'époque de 32%. Ces valeurs, ces chiffres ont augmenté dans la dernière déclaration qui a été faite par la ministre Leïla Ben Ali. Et on parle aujourd'hui d'un engagement non conditionné de 18%, 18,8% précisément, sans accompagnement financier des bailleurs de fonds internationaux, et de 45,5% avec un appui financier. Ça veut dire quoi avec un appui financier? Il y a la problématique de réchauffement climatique dont on parle depuis plusieurs dizaines d'années, a tardé à être résolu. On est toujours confronté à cette problématique avec le réchauffement climatique, et on voit les dégâts, notamment les grosses pluies qui tombent dans certaines régions, qui génèrent des problématiques, malheureusement des dégâts humains et matériels, ont un coût important pour nous tous, bien sûr en tant que personnes, mais ils ont un coût également pour les sociétés, pour les entreprises, et en premier lieu pour les assureurs, qui doivent assurer des installations et compenser en cas de problème, comme le cas de constateur qui doit passer maintenant, voir la voiture des Hind et compenser. Donc s'il n'y avait pas de cet accrochage, elle sera avec nous, mais surtout l'assureur ne va pas devoir payer la réparation peut-être de la voiture, et j'espère pas très grave. Alors, donc c'est le même principe pour les assureurs, donc ils doivent compenser, et donc pour un assureur, c'est mieux qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique, parce qu'il aura moins d'argent à payer. Et donc ça, c'est des ressources financières. Aujourd'hui, les banques et les banques assureurs principalement ont des obligations à orienter leur financement vers des solutions d'efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique. Mais il y a également le principe de pollueur-payeur. Celui qui pollue, doit payer le préjudice, il doit couvrir le préjudice de sa pollution, et donc la taxe carbone a commencé à se mettre en place au niveau international dans certaines régions, notamment à l'Europe. Il y a aussi, il y a le carbone entre les privés, entre les États. Donc ça, c'est les accords, les COP qui sont développés chaque année. Mais il y a également le privé. C'est des sociétés qui sont engagées dans la lutte contre le changement climatique, qui ont besoin de décarboner, qui ont besoin d'acheter des certificats carbone quand on plante un arbre ou on installe un panneau photovoltaïque ou autre chose qui peut réduire les émissions. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a une problématique de justice climatique liée à cette notion de pollueur-payeur. Le Maroc, l'impact carbone du Maroc est inférieur à 1% à l'échelle mondiale.
Mais nous sommes impactés par les inondations, par la sécheresse et par d'autres problématiques, les problématiques géopolitiques sur l'énergie et autres. L'Afrique, encore pire. On est très impacté. Et donc, sur cette taxe, la finance qui doit compenser les préjudices, on parle de 120 milliards de dollars pour le secteur privé et on parle de 100 milliards de dollars pour le secteur public, c'est-à-dire les échanges entre les États. L'Afrique qui subit des dégâts assez importants, des préjudices importants, profite uniquement de 5% de cette compensation de ce préjudice lié au changement climatique. Mais elle génère très 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 peu, donc elle est pénalisée, mais elle n'est pas suffisamment compensée. Donc il y a une question d'injustice climatique. C'est-à-dire on est pénalisé, mais on ne peut pas être compensé. Et le Maroc a joué un rôle très important pour contrer cette injustice, notamment lors de la COP 22 à Marrakech, où il a invité déjà tous les représentants des États, donc Sa Majesté le Roi, parce qu'il fallait être là pour négocier et défendre ses intérêts. Et tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer, donc le Maroc a pris en charge cet élément-là. Il a défendu en tant que leader africain les intérêts de l'Afrique pour être compensé sur ces émissions. Et compenser, c'est quoi? C'est attirer des financements qui nous permettent de réaliser des centrales solaires, des infrastructures durables, des trams, des TGV, de tel et tel, des projets qui compensent le carbone. Donc ça, c'est un point important. Et aujourd'hui, je vais faire la présentation des Hind en 2 mots. Il y a l'Europe qui a instauré une taxe carbone à ses frontières, ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire que chaque produit qui arrive à la frontière européenne, pour certains matériaux, mais je laisserai Seba peut-être revenir là-dessus dans sa présentation, doit déclarer ses émissions de carbone. Et s'il dépasse une référence donnée, qui est définie dans les règles européennes, il doit payer le delta. C'est-à-dire si un produit qui génère 10 tonnes carbone équivalent arrivait à la frontière espagnole, on va prendre par exemple l'acier, qui est un des secteurs qui est concerné, et que l'acier, la tonne acier va générer que 8 tonnes carbone en Europe, si les produits sont en Europe, l'acier marocain qui va arriver par exemple à la frontière, il va être taxé sur les 2 tonnes qu'il génère de plus. Et ce qui fait augmenter son prix. Alors ça s'applique aujourd'hui à plusieurs secteurs, l'engrais, l'acier, l'énergie, l'électricité et d'autres secteurs. J'en reviendrai là-dessus. Mais ça fait aussi un effet économique. Ce n'est pas uniquement un effet environnemental, mais c'est une problématique économique pour les exportateurs. Et au Maroc aujourd'hui, je pense que c'est un atout pour lui, cette taxe hors bien, parce qu'on est proche de l'Europe et on peut jouer un rôle intéressant dans ce sens. Voilà, ça c'était mon introduction. Désolé si j'étais un peu long. Alors avec moi, rapidement, Ali Benjeloun, directeur général adjoint du groupe CAPSET, donc un groupe engagé dans la décarbonation avec un projet qu'on va en discuter, un autre projet à venir, Inch'Allah. Et Badov Khemlichi, directeur de système d'information au sein de Aliments du Maroc. Alors, sans tarder, je vais passer aux questions que j'ai notées sur mon téléphone. Alors, je m'adresse à toi, Ali. Aujourd'hui, la taxe carbone, on en parle depuis plusieurs années. La semaine dernière, c'est sorti dans les médias. Il y a l'IR, il y a d'autres dispositifs fiscaux qui vont être intégrés et on parle de taxe carbone. Comment aujourd'hui le groupe CAPSET, qui travaille avec des partenaires qui leur apportent des services et des biens, aborde cette question? Alors, bonjour à tous. Merci Zakaria pour ton invitation. Alors, par rapport à ta question, ce que je te propose, c'est de voir la présentation et je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à la question. Alors, taxe carbone, une réalité qui se rapproche. Quel impact sur le secteur de l'immobilier? J'ai un petit souci avec le...
Alors, la taxe carbone, c'est bon, c'est bon. Merci. Alors, la taxe carbone devient une réalité incontournable pour décarboner notre économie. Alors, dans un effort de transition écologique et de lutte contre le changement climatique, le Maroc envisage de mettre en place une taxe carbone à partir de 2025. Cette mesure fait partie des réformes fiscales annoncées par le gouvernement marocain dans le cadre du projet de loi finance pour 2025. La taxe carbone vise à ajuster le prix des biens et services en fonction des émissions de CO2 générées lors de la production ou l'utilisation. Cela répond à la nécessité de décarboner l'économie marocaine et de se conformer aux engagements internationaux pour atteindre la neutralité carbone à long terme. Cette taxe a plusieurs objectifs. Donc, 1, soutenir la décarbonation de l'économie. 2, donner une trajectoire vers la neutralité carbone. Et enfin, mobiliser de nouvelles recettes fiscales. Donc, le gouvernement marocain, à travers la future taxe carbone, vise à réduire les émissions de CO2 en imposant des coûts supplémentaires aux entreprises dont les activités sont particulièrement polluantes. En anticipant cette taxe, notre groupe, donc CAP7, s'assure que ces projets, comme par exemple le projet Seven Square à Casablanca, sont alignés avec ces nouvelles régulations, limitant ainsi les coûts additionnels et à la taxe carbone tout en valorisant notre image d'acteur responsable. Cette anticipation permet à CAP7 d'accompagner ses clients dans une gestion proactive et optimisée des futurs impacts financiers de la réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre. En adaptant ses pratiques de construction à des normes écologiques exigeantes, CAP7 renforce sa position de leader en ingénierie durable et de partenaire stratégique pour des projets immobiliers qui ne se contentent pas seulement de respecter les régulations actuelles, mais qui sont préparés à répondre aux futures exigences fiscales et environnementales. Alors ainsi, notre groupe démontre sa capacité à innover tout en minimisant les coûts environnementaux et économiques pour ses partenaires et clients, ce qui leur offre un avantage compétitif dans un marché en pleine transformation. Pardon, je pense. C'est la slide 4. Voilà, ça c'est bon. Alors, l'anticipation des politiques de décarbonation et de la taxe carbone. Conformité réglementaire. Alors, le respect des normes, donc, se conformer aux réglementations de plus en plus strictes en matière de durabilité et d'efficacité énergétique. Anticipation des législations futures, préparer les projets pour répondre aux exigences futures en matière de décarbonation. En deuxième lieu, on a la réduction des émissions de CO2, donc minimiser l'empreinte carbone, utiliser des matériaux et techniques de construction à faible émission de carbone, optimisation de l'énergie, intégrer des systèmes de gestion de l'énergie pour réduire la consommation, efficacité énergétique, donc l'isolation et la performance, améliorer l'isolation thermique des bâtiments pour réduire les besoins en chauffage et en climatisation, énergie renouvelable, installer des panneaux solaires ou d'autres sources d'énergie renouvelable pour alimenter les bâtiments, durabilité des matériaux, choix de matériaux écologiques, c'est-à-dire utiliser des matériaux recyclés ou durables pour la construction ou la rénovation. Et enfin, la gestion des déchets, mettre en place des stratégies pour réduire et recycler les déchets de construction. On a également l'amélioration de la valeur des biens. Attractivité pour les investisseurs. Alors, les biens durables peuvent attirer des investisseurs soucieux de l'environnement. Augmentation de la valeur locative. Les bâtiments écologiques peuvent justifier des loyers plus élevés grâce à leur faible coût d'exploitation. Responsabilité sociale et image de marque. Engagement envers la communauté. Contribuer à des villes plus saines et durables. Renforcement de la réputation. Valoriser l'image de l'entreprise en tant que promoteur responsable et innovant. Innovation et recherche, investissement dans la recherche et développement, explorer de nouvelles technologies et méthodes de construction pour améliorer la durabilité. Partenariat, donc collaborer avec des entreprises technologiques et des chercheurs pour développer des solutions innovantes. Le groupe CAP7, par son expertise en ingénierie et son engagement en faveur de la construction durable, est aligné avec les objectifs de la taxe carbone. Il s'agit d'une opportunité
pour notre groupe de se positionner comme un acteur clé de la transition écologique au Maroc, en accompagnant ses clients dans la réduction de leur empreinte carbone, la conformité réglementaire et la mise en œuvre de solutions durables. Ce positionnement renforce le rôle clé de Capsed dans la transformation verte de l'économie marocaine et lui permet d'être un partenaire stratégique pour les entreprises face à ces nouvelles exigences fiscales et écologiques. Donc, en mettant en avant le projet Seven Square, Capsed illustre concrètement son alignement stratégique avec les objectifs de décarbonation du Maroc et les futures politiques fiscales, telles que la taxe carbone prévue pour 2025. Ce projet est une démonstration des efforts du groupe pour contribuer à la transition écologique tout en anticipant les évolutions réglementaires qui vont affecter les secteurs de l'immobilier et de la construction. Capsed Group est engagé dans 2 certifications sur le projet Seven Square. La certification HQE au niveau exceptionnel. Donc, c'est le premier projet mixed-use, hôtel et bureau à être certifié HQE exceptionnel au Maroc. La HQE est une certification qui garantit la prise en compte des aspects liés à la santé, le bien-être, l'économie des ressources en eau, énergie, matière et la bonne gestion du bâtiment, tout cela en minimisant les impacts d'un bâtiment sur l'environnement. Sa construction, son usage et sa rénovation sont tout particulièrement concernés. La démarche HQE se définit comme une approche multicritère. Je vais parler maintenant de la certification WELL. Elle se concentre sur le bien-être des utilisateurs à travers 9 critères essentiels. L'air, donc la qualité de l'air intérieur, la ventilation et la réduction des polluants. L'eau, accès à l'eau potable et la qualité de l'eau. La lumière, utilisation de la lumière naturelle et contrôle de l'éclairage. Le mouvement, encouragement à l'activité physique, à la mobilité. La chaleur, confort thermique et gestion des températures. Les matériaux, utilisation de matériaux sains et durables. La nutrition, accès à des options alimentaires saines. Le bien-être mental, promotion de la santé mentale et de la réduction du stress. Communauté, engagement social et création de liens entre les occupants. La certification WELL est souvent utilisée par les entreprises pour créer des espaces de travail plus sains et y améliorer la satisfaction et la productivité des employés. Elle peut être obtenue à différents niveaux selon le nombre de points atteints dans les différentes catégories. Donc, le projet Seven Square à Casablanca est un exemple de mise en œuvre de la certification WELL. Ce bâtiment favorise le bien-être des occupants en optimisant la lumière naturelle, la qualité de l'air et l'aménagement des espaces collaboratifs. L'intégration WELL dans ce projet illustre la volonté de Capsed de promouvoir des pratiques responsables et durables. Enfin, donc, pour conclure un petit peu la présentation, la taxe carbone est une mesure qui va transformer le secteur de l'immobilier. Les promoteurs doivent anticiper et s'adapter en adoptant des stratégies de décarbonation et en obtenant des certifications environnementales. Les certifications environnementales sont des outils puissants pour répondre aux exigences réglementaires, réduire les émissions de carbone et assurer le bien-être des occupants. Intégrer des certifications est stratégique dans les futurs projets pour non seulement rester compétitifs, mais aussi pour participer activement à la transition écologique au Maroc. Ali, merci pour cet éclairage. Donc en effet, là, l'exemple de Seven Square démontre de par pas uniquement la partie carbone à travers la certification HQ, qui aborde l'impact bâtiment en termes d'émissions, le chantier, les matériaux, mais également des aspects liés à la santé et le bien-être. Et ça a été encore renforcé à travers la certification WELL. Et aujourd'hui, c'est le premier projet Mixed Use certifié HQE international au Maroc, en tant que projet Mixed Use. Et également le premier projet WELL au Maroc. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez un acquéreur qui est assez exigeant là-dessus, qui sont Deloitte, qui ont pris ces espaces à plusieurs étapes, parce qu'ils ont testé un premier niveau sur lequel ils étaient engagés. Après, ils ont aujourd'hui occupent globalement l'ensemble du projet. C'est un très bon deal. Et je pense que Deloitte, dans leur stratégie de décarbonation, en étant dans un siège tel que Seven Square, qui est à la limite de Casa Anfa, ils répondent, l'espace dans lequel ils travaillent répond à leur objectif, que ce soit décarbonation ou bien-être de leurs collaborateurs. Merci. Alors, justement, pour construire un projet tel que Seven Square, qui est certifié HQ international niveau exceptionnel, qui est le niveau le plus élevé,
Il y a des choix qui sont faits. Je pense que les architectes Viguier et Rally Chaoui, également ici au Maroc, ont fait un effort important sur la conception bioclimatique, mais on a utilisé des produits qui tendent vers la décarbonation, qui ont un impact carbone faible. Aujourd'hui, l'aluminium est un élément de la construction d'un bâtiment, que ce soit dans le cadre, dans les pergolas, brise-soleil ou autres. On peut l'utiliser dans différents usages, et surtout dans des zones marines telles que Casablanca. Alors aujourd'hui, le travail ou le rôle des fabricants des matériaux est assez important pour décarboner le bâtiment. Comment Aluminium du Maroc aborde cette question? Alors pour commencer, merci d'abord Zakaria de nous avoir invités à cette conférence très très importante et qui aborde un sujet aujourd'hui qui occupe pratiquement les producteurs, les exportateurs, on va voir pourquoi, et bien sûr les promoteurs immobiliers. Si ça ne vous dérange pas, donc j'ai une petite et bref présentation de la société Aluminium Maroc. Si on peut la diffuser, donc c'est juste que nos interlocuteurs sachent exactement prendre un peu connaissance de la société, qu'est-ce qu'elle fait en termes de matière de fabrication de produits, qui est l'aluminium, dont une grosse partie est destinée pour l'immobilier. Alors on va le voir, donc Aluminium Maroc, donc c'est un peu de musique pour pas vous ennuyer. Donc vous pouvez suivre la petite vidéo. Donc Aluminium Maroc est installé à Tanger. Donc c'est une usine d'une superficie de 43 000 mètres carrés. Les fondateurs, donc ça a été créé en 1976. Donc c'est la première société au Maroc de fabrication de profils en aluminium. Et il a intégré la bourse de Casablanca en 1998. Avec les capacités qu'on va voir, il y a 3 lignes de fabrication d'aluminium. L'extrusion, ce qu'on appelle l'extrusion de profil en aluminium. Avec 6 filiales, donc Aluminium Maroc c'est plus qu'une société, donc c'est un groupe de sociétés qui comprend Industube, Afrique Industrie, pour la fabrication des tubes en acier et pour les abrasifs. Les chiffres clés rapidement, donc plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires, plus de 45% de notre production va à l'export, ça c'est important. C'est là où la taxe carbone va jouer sur cette partie-là. Une capacité jusqu'à 27 000 tonnes de capacité annuelle. Ça, c'est la matière première. On va parler de la matière première et le carbone que contient cette matière. Là, c'est l'outil industriel. Donc, on voit ici les presses de fabrication, les lignes d'anodisation pour le traitement indique des profils d'aluminium, le thermolacage pour colorer l'aluminium et bien sûr d'autres ateliers, par exemple ici pour les couvertures thermiques et pour la fabrication de produits à rupture thermique. Bien sûr, donc c'est les produits qu'on trouve pour la partie isolation. Bien sûr, Aluminium Maroc, c'est plusieurs labels à l'international qui nous permettent d'exporter et beaucoup de gammes qu'on représente. Un réseau de distribution au Maroc, partout, Tanger, Agadir, Oujda, Marrakech et Casablanca, donc les grosses villes où on est présent. Alors au-delà de ces capacités, donc Aluminium Maroc est engagé dans la décarbonation. Et on voit que on est plein dedans. Ça fait des années qu'on se prépare pour vraiment décarboner parce qu'on est très impacté. Donc c'est des projets dont on va citer tout à l'heure en détail, bien sûr, pour atteindre l'objectif de décarbonation qui sûrement impacte nos produits
et notre capacité à continuer à exporter ces volumes dont on a parlé qui dépassent 40-45% de notre production. C'est quand même un chiffre d'affaires très, très important. Si on peut passer rapidement, si Zakaria. Donc, bon, je vais quand même, comme vous avez déjà dit, donc je vais reprendre quelques définitions rapidement. Qu'est-ce que la taxe carbone? Donc, la taxe carbone, c'est tout simplement un instrument économique qui vise principalement à pénaliser les pollueurs financièrement. Ça veut dire les sociétés qui ont une empreinte carbone élevée, ils doivent payer ces taxes-là. Pourquoi cette taxe est venue? C'est principalement pour réduire la quantité des gaz à effet de serre. Et bien sûr, donc, c'est dans le but de lutter contre le réchauffement climatique. Alors, cette taxe-là, aujourd'hui, elle est déjà là. Donc, ça s'appelle le MACF ou bien le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, imposé aujourd'hui ou instauré par l'Union européenne. Ça s'appelle CBAM. Si vous entendez CBAM, donc c'est juste le terme en anglais. Et elle impose aujourd'hui une taxe sur 6 secteurs d'activité. Comme il a dit M. Zakaria, donc on peut les répéter. Donc c'est l'acier, l'aluminium, le ciment, l'électricité, les engrais et l'hydrogène, qui font partie des matériaux nécessaires pour la construction. Alors, la taxe, elle est déjà en application, sauf qu'il y a des phases. La première phase a déjà démarré depuis le 1er octobre 2023, dans une phase de transition jusqu'à fin 2025. Dans cette phase de transition, donc les importateurs, ils déclarent l'empreinte carbone des produits importés vers l'Union européenne, des 6 secteurs dont on a parlé. Et ces déclarations, ils sont enregistrées dans des bases de données, ils sont par la suite suivis jusqu'à l'arrivée de la deuxième phase, qui est la phase de mise en œuvre réelle et complète de la taxe carbone, le MACF, qui démarre le 1er janvier 2026. Ça veut dire à partir de 2026, de janvier 2026, les exportateurs, ils doivent payer la taxe de tout ce qui dépasse les seuils qui sont déjà fixés. C'est-à-dire donc l'Union européenne pour ces secteurs, il va fixer des seuils et dès qu'on va dépasser, alors là il faut passer à la caisse, il faut payer. Bien sûr tout ça aura un impact et un grand impact. Alors l'impact il est déjà là, M. Zakaria, donc c'est le but pour répondre à votre question avant d'arriver là. Donc ça c'est les mesures qu'on a prises et les stratégies qu'on a, mais on peut voir déjà avant. Donc alors comme j'ai dit, donc le premier c'est un impact financier, c'est un impact financier direct. Ça veut dire dès qu'on dépasse les seuils qui sont fixés, il y a la taxe, il faut payer, et là tout de suite on est pénalisé. Sur le côté financier. Bien sûr, donc il y aura une répercussion sur les prix, c'est tout à fait normal. Ça veut dire les entreprises qui seront incapables de diminuer le taux de carbone, comment ils vont faire pour vivre? Donc certainement, ils vont répercuter cette taxe-là sur le coût supplémentaire sur les produits fournis et vendus. Et du coup, donc on aura des hausses de tarifs et des prix. Et bien sûr, on parle dans notre cadre des matières de construction. Alors, et s'il y en a 3 qui sont aujourd'hui principalement rentrent dans la construction, on parle de l'aluminium, l'acier et le ciment. Si vous prenez ces 3 éléments-là et vous leur augmentez les prix, vous voyez par la suite les répercussions qu'il peut y avoir. Bien sûr, donc en tant qu'industriel exportateur, on a des risques et des risques énormes. Alors, prenons le cas d'Aluminium Maroc qui exporte aujourd'hui 40 à 45% de son volume vers l'étranger. Et principalement, quand je dis l'étranger, c'est l'Europe. C'est la C'est l'Espagne, le Portugal.
c'est principalement donc, les Pays-Bas, une partie. Un peu qui reste pour les pays africains, donc ce n'est pas encore très très développé comme pour l'Europe. Donc si cette taxe carbone aujourd'hui qui s'applique à la frontière et qui, si on n'arrive pas à la suivre, si on n'arrive pas à décarboner et réduire les taux de carbone, donc principalement on ne sera pas compétitif, donc on va perdre notre compétitivité. Et qui dit perdre de compétitivité, ça veut dire qu'on ne sera pas en mesure aujourd'hui à exporter. Ça veut dire qu'on va perdre des parts de marché importants et en conséquence un chiffre d'affaires important. Donc on a vu, prenez 1,3 milliard de dirhams du chiffre d'affaires et il faut se soustraire 40-45% de ce chiffre d'affaires. Et bien sûr, c'est un chiffre d'affaires en devises en plus. Ça veut dire que c'est beaucoup plus important pour l'économie nationale. Ce risque de perte de compétitivité et surtout aussi d'accompagner peut-être d'autres clients dans la décarbonation. Oui. C'est très important, très important et c'est aujourd'hui la décarbonation est un axe stratégique chez Aluminium du Maroc qu'on a commencé depuis 10 années. Donc on l'a fait sur plusieurs tranches et on va voir exactement ici 6 axes sur lesquels on a travaillé et on continue à travailler pour vraiment atteindre la cible et la décarbonation. Je prends en premier lieu donc, le premier projet, donc c'est la transition énergétique, l'énergie vers les énergies renouvelables. Alors cette transition, on l'a fait à travers un investissement, un grand investissement. Donc Aluminium du Maroc a investi plus de 13 millions de dirhams dans l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 2000 kW crête. Cette capacité-là va nous permettre de produire plus de 2600 MW par an. Alors si on convertit cette capacité-là en chiffres, donc c'est une réduction de facture d'électricité parce que ça va donner un gain de 2,7 millions de dirhams de gains annuellement que sur la facture d'électricité. Très important. Alors, sans oublier l'importance derrière ce projet de transition, c'est éliminer et diminuer le carbone. Et bien sûr, on va atteindre une élimination de presque 2000 tonnes de carbone par an. Alors après, c'est Zakaria, donc vous connaissez le prix, le prix que ça coûte une tonne de carbone sur le marché, par exemple, européen. Et si vous faites la multiplication, donc c'est des chiffres qui sont colossaux. Aujourd'hui, donc, les prix ou le carbone donc, varient. Et il atteint aujourd'hui en Europe jusqu'à 80 € la tonne. Donc je vous laisse faire les calculs. Sur le retour sur investissement de ce projet-là, important, donc c'est 4 à 5 ans. Et ça, sans tenir, c'est juste en tenant compte des gains qu'il y a derrière la réduction de la facture électricité. Donc là, c'est le premier axe sur lequel on a travaillé. Le deuxième, donc, c'est l'efficacité énergétique. Alors, comment ça s'articule, cette efficacité énergétique? Donc, en 2023, Aluminium du Maroc a réalisé un audit énergétique. Cet audit-là a pour objectif pour identifier les sources de gaspillage d'énergie. Parce que qui dit énergie plus, dit carbone plus. Ça veut dire qu'on a besoin d'économiser. Et là, il faut chercher toutes les petites fuites. Il faut chercher toutes les optimisations qu'on peut avoir pour vraiment diminuer et continuer à diminuer et à réduire notre CO2, ou notre émission de CO2. Troisième axe important, c'est la révision de la chaîne d'approvisionnement. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre empreinte carbone, dans notre empreinte carbone, il y a un élément important, c'est la matière première. La matière première
comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo, les billettes d'aluminium qui sont importées, déjà, ils ont un taux de carbone. Ce taux de carbone, il ne faut pas qu'il soit élevé. Sachant que ce que ça représente dans l'empreinte carbone, ça représente 90 à 91% de notre empreinte carbone est liée à la matière première. Alors, si on ne fait pas attention à ça, donc on ne peut jamais réduire cette empreinte carbone. Et du coup, donc, Aluminium Maroc travaille avec les fabricants d'aluminium. Aluminium Maroc intègre ce facteur important dans la négociation et la discussion avec les fabricants d'aluminium. Ça veut dire on ne joue plus avec juste l'argument de prix, qualité, délai pour avoir la matière première. Mais l'empreinte carbone, elle est là pour sélectionner ou désélectionner quelques fournisseurs qui ont une empreinte carbone élevée. Ou bien c'est des sociétés ou des entreprises qui sont très loin de chez nous, parce qu'il y a un impact encore de transport de matière qui rajoute encore de carbone. Ça veut dire qu'on cherche tous les éléments où on peut économiser du carbone, que ce soit à l'approvisionnement, que ce soit sur le transport, que ce soit sur tous les éléments. Et là, on travaille parce que c'est un élément quand même, en plus de l'énergie, qui représente 4 à 5% de notre empreinte, mais la matière première, essentiellement, reste la plus grosse et la plus importante. Un quatrième axe, donc on recherche de plus en plus d'énergie verte. Alors, comme je l'ai dit, donc le premier projet de la centrale photovoltaïque, elle est bien, il nous permet d'économiser et d'éliminer 2000 tonnes de carbone, mais ce n'est pas suffisant. Aluminium Maroc travaille 24/24 et l'énergie des photovoltaïques elle est produite que durant le jour. Du coup, on a encore beaucoup plus d'électricité ou bien d'énergie carbonée qu'il faut décarboner. Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche encore de l'énergie verte. Donc, Aluminium Maroc déjà est en négociation avec les autorités, avec des producteurs d'énergie renouvelable pour sécuriser l'approvisionnement en énergie verte. Ça sur la partie électricité. L'énergie chez nous, donc il y a une bonne partie c'est l'électricité et une deuxième partie c'est le propane. Et ça aussi, donc chez nous, donc on sait, donc l'électricité elle est très carbonée au Maroc. Donc ça c'est un facteur encore qui dérange ou bien et qui fait augmenter notre empreinte. Donc à savoir, juste à titre de comparaison, que notre empreinte carbone électrique au Maroc, elle est 10 fois plus que celle en France. Alors, je vous laisse faire la différence. Ça veut dire quels sont les efforts à faire aujourd'hui pour qu'on reste compétitif et pour qu'on reste aujourd'hui, qu'on puisse continuer à expédier et à exporter vers ces pays-là. Et là, c'est pénalisant. Pareil pour le propane. Le propane chez nous, donc c'est là un facteur d'émission élevé. Alors, en attendant avec impatience l'arrivée du gaz naturel qui est bas carbone, et là, donc, nous, on suit ça de très près pour voir quand est-ce qu'on peut l'avoir pour qu'on puisse encore continuer à décarboner. L'hydrogène vert, mais bon, le premier qui est là, donc qui arrive, donc c'est le GNL, donc c'est le gaz naturel liquéfié. Donc, du coup, donc c'est important. Il y a un axe, si vous permettez, le dernier, donc c'est l'amélioration de l'outil de production. Donc ça, c'est un axe encore important. Donc on continue à faire des recherches, à suivre les technologies, avoir des installations nouvelles qu'on peut lancer qui nous permettront de encore continuer à réduire. Par exemple, je cite à titre d'exemple, changer quelques fours qui aujourd'hui consomment et qui sont énergivores, qui consomment du propane pour les changer en four électricité. Sachant que comme on a maintenant de l'électricité verte en photovoltaïque et très prochainement en PPA, ça nous encourage de moderniser notre outil de fabrication ou les outils de fabrication pour qu'on puisse continuer
diminuer cette taxe, cette empreinte carbone qui, bien sûr, pour qu'on ne sera pas taxé au futur et pour qu'on puisse vraiment garder les prix sans répercussion et donner au marché national et international des produits de haute qualité et bien sûr qu'on reste compétitif sur la partie prix. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, merci pour l'éclairage et les actions que vous mettez. On voit que ça touche à plusieurs aspects, à l'énergie, à l'efficacité énergétique, à la chaîne d'approvisionnement, à la matière première elle-même, le process aussi sur lequel vous intervenez. Aujourd'hui, tout ça, comme tu disais, Badr, a un impact sur la construction. Et donc, je reviens vers toi, Ali. Aujourd'hui, il y a cette taxe aux frontières, mais pour l'immobilier, on n'est pas concerné. Ça ne fait pas partie du secteur. On n'exporte pas de bâtiments préfabriqués. Mais aujourd'hui, quel impact de la taxe carbone on peut estimer sur éventuellement si, même si la loi de finances n'est pas encore sortie, si demain il y a une taxe, on serait autour de combien par exemple, pour voir un peu l'impact? Aujourd'hui, comme c'est tout nouveau encore, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelles vont être ces taxes. On a quelques estimations de coûts dans d'autres pays qui sont autour de entre 10 et 50 dollars par tonne. En France aussi, par exemple, la taxe carbone sur les combustibles fossiles, elle a augmenté au fil des années. Donc aujourd'hui, on ne sait pas et elle est d'environ aujourd'hui 44 euros par tonne. Après, mais il faut noter aussi que ces changements, en fonction des politiques environnementales et des objectifs de réduction des émissions, en Europe, elles arrivent entre 80 et 100 euros la tonne. Donc ça dépend vraiment des pays européens. Pour le Maroc, il est essentiel de se référer aux annonces gouvernementales spécifiques pour obtenir un montant précis. Mais bon, on peut imaginer que le coût quand même sera inférieur à ce qui se fait en Europe aujourd'hui. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un impact sur l'économie. En effet, je pense que tu le disais, Badr, aujourd'hui, le prix des matières premières monte, donc l'aluminium, l'acier, le ciment qui est utilisé dans le bâtiment risque d'impacter. Et donc, des promoteurs qui anticipent ça pour leurs clients, comme l'exemple dont on parlait de Capsat et de Deloitte, qui est dans le projet de Seven Square, ça fait partie de leur process. Comme vous améliorez ici votre process de fabrication d'aluminium, on peut imaginer le process dans un bâtiment de bureau ou de centre commercial qui peut consommer moins d'énergie parce qu'il est bien pensé, bien réalisé, bien isolé et autres. Et en effet, quand c'est certifié HQE, ça donne une garantie. Et à ma connaissance, quand on a la certification HQE, ça permet de déclarer, reconnaître les émissions de carbone. C'est-à-dire que c'est comme un tampon, comme un contrôleur de gestion quand il vérifie un bilan comptable. Donc ça permet cette vérification. Alors, Badr, tu as présenté le mécanisme, donc la taxe, l'impact du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes. Donc, l'aluminium que vous exportez en Europe va être taxé à partir du 1er janvier 2026. Donc là, vous êtes en train de déjà vous préparer d'ici là. Là, on parle de taxe carbone marocaine dans la loi de finances 2025. Est-ce que vous allez être doublement taxé ? C'est-à-dire taxé ici quand vous allez déclarer vos émissions au Maroc, si c'est le cas. On verra ce qui va être dit, comme disait Ali. On ne sait pas encore ce qui va être écrit dans cette loi de finances. Mais si vous êtes taxé ici, quand vous envoyez vos produits en Europe, vous serez taxé une deuxième fois ? C'est une question. Non, pas du tout. Donc c'est la MACF. Ce qui prévoit aujourd'hui, c'est de taxer les pays qui n'ont pas encore instauré, qui n'ont pas encore ni de loi, ni de taxe qui est mise en place. Mais dès qu'une taxe soit déployée au niveau national, là, automatiquement, donc, on n'aura pas de MACF à payer parce qu'on ne peut pas être taxé doublement. Mais voilà, donc c'est la réponse à la question.
Nous, on a donné ici l'exemple de la MSF, mais comme tu viens de le préciser, donc la taxe au Maroc viendra donc tôt ou tard. Donc ça, c'est une obligation, c'est tout à fait normal parce que les pays aussi et les États, ils ont une empreinte carbone. Et ils ont un engagement de diminuer parce que c'est un engagement à l'échelle mondiale et internationale. Donc ça ne concerne pas que les industriels, ça concerne pas mais ça concerne tout le monde. Ça veut dire demain, il y aura une taxe sur les immobiliers. Et ça, il faut se préparer. Donc les promoteurs immobiliers, il faut qu'ils se préparent à ça. Donc nous, on a pris un peu d'avance parce qu'on est très très concerné et on est exportateur, mais ça a un impact bénéfique parce que le produit qu'on sort, elle est déjà bas carboné et on continue encore à diminuer le carbone qui est dedans et à ce qu'on va offrir vraiment un produit durable, nécessaire bien sûr pour l'immobilier. Parce qu'une grosse partie de notre aluminium, elle n'est pas destinée que pour le bâtiment, elle est destinée encore pour l'industrie, mais la grosse majorité, c'est le bâtiment. Et du coup, donc, on va fournir quand même un produit durable et à bas carbone. Alors, il y a une réalité aussi, c'est qu'on est proche de l'Europe. Donc, il faut combien maintenant pour exporter de votre usine jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'en Hollande? Quand un client vous demande, ça prend combien de temps? C'est question de quelques jours. On est très proche parce que on est à Tanger, on est installé à Tanger, donc on traverse la Méditerranée par bateau et par la suite ce sont des camions qui relaient jusqu'au fournisseur. Donc c'est quelques jours. Donc quand on est en Espagne, c'est 24 heures. Pour la France, c'est 48 heures à 3 jours. Donc voilà. Donc on peut imaginer que vous êtes plus compétitif en termes de transport, coût de transport et carbone, parce que le transport aussi génère du carbone par rapport à des exportateurs au Brésil, en Chine. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'on est très compétitif. C'est un atout. Donc le fait qu'on est proche, donc c'est un avantage pour nous, parce que quand même le transport, il va diminuer, mais pas de tant que l'énergie, pas autant que la matière première. Il faut que vraiment la matière première qui arrive chez nous soit déjà bas carbone. C'est pour ça, donc nous, dans notre sélection, donc on évite d'importer de l'aluminium de très très loin. Il y a un autre axe sur lequel je vais revenir parce que c'est important, donc on l'a zappé rapidement. Vous restez, Zakaria. Donc c'est le recyclage de l'aluminium. C'est très 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 important. Donc on a passé vite. Heureusement pour nous que l'aluminium est recyclé à l'infini. Ça veut dire aujourd'hui, nos déchets d'aluminium passent au recyclage et il revient sous forme de matière première. Ça, c'est très important. Vous allez dire, oui, mais ça aussi, donc ça va, il sera carboné, mais pas autant. Alors, juste à titre d'information, l'électricité, le pourcentage de l'électricité que ça va consommer le recyclage, il est juste de 5% par rapport à l'énergie que consomme l'aluminium depuis son extraction des mines jusqu'à sa transformation en billets en matière première. Alors, vous imaginez, le recyclage fait économiser 95% d'énergie. Alors, si vous économisez 95% d'énergie, ça veut dire que vous diminuez. C'est pour ça, donc, nous, on continue. On continue, donc ça rentre dans notre process et de recycler. Recycler notre matière et recevoir de la matière. Et bien sûr, on achète de la matière bas carbone. Alors, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, même les fabricants et les producteurs, ils fournissent deux types de produits. Vous voulez rester pollueur, vous voulez payer la taxe, vous n'êtes pas impacté, vous pouvez acheter de la matière un peu carbonée. Vous voulez du bas carbone ou bien de la matière première bas carbone et verte, vous pouvez l'acheter, sachant que le coût n'est pas le même.
Là, on parle de compétitivité. Il n'y a pas la compétitivité de prix, mais également la compétitivité de carbone contenu dans la matière. Merci beaucoup à Ali, merci Badr pour cet éclairage. Je vais passer la parole éventuellement à des questions du public, si vous voulez poser des questions. On a une question ici. Je ne sais pas si on a un micro. Madame ? J'avais juste une question simple par rapport au recyclage d'aluminium. Je voulais savoir si cette filière de recyclage est déjà organisée au niveau national et comment elle fonctionne. Très bien, très bonne question. Malheureusement, non. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'entité de recyclage au Maroc. C'est tout à fait normal. Ça existe en dehors du Maroc pour des raisons de coût de l'énergie. Donc ça va en soi. Donc c'est toujours donc les gros aujourd'hui fabricants de l'aluminium, c'est les pays de Golfe. C'est là où et d'autres. Donc là où l'énergie est à bas coût, ils ont des fossiles et ils arrivent quand même à faire fonctionner l'industrie, soit pour le recyclage, soit pour la transformation de la matière première vers l'aluminium. Mais ça se trouve, c'est très proche. Donc il y a chez nous, donc c'est le premier aujourd'hui recycleur classé en premier chez nous. Donc il est juste en Espagne. Donc c'est à côté. Donc en termes de coût de transport, il y a pas, c'est pas énorme. Mais pour répondre, non, il n'y a pas de recyclage d'aluminium au Maroc. Je te salue Olivier, et je sais qu'il y a Olivier avec d'autres partenaires sont à la tête d'une initiative pour le recyclage du plastique. Je salue l'équipe de plastique.ma. Je te passe la question Anis. Oui, je vais présenter Anis, s'il te plaît. Je me présente, c'est Adil Jardi. Tout d'abord, je remercie M. Ali et M. Badr pour la présentation et pour l'éclairage. En fait, j'ai deux questions pour les deux secteurs. Je vais commencer par M. Badr. Étant donné que la loi sera appliquée à partir de 2006, est-ce que, d'après les statistiques que vous avez, des exportations, est-ce que vous avez un scénario pour calculer la taxe carbone par rapport à ce que vous livrez et avoir une estimation plus ou moins à la taxe qui sera payée? La deuxième question, je vais poser la question à M. Ali. Le domaine de l'immobilier sera impacté par cette révolution et on sait qu'il y a des acteurs qui œuvrent pour avoir la certification BREEAM et HQ. Donc, est-ce que vous avez une idée par rapport aux intervenants qui délivrent ce genre de certificat, s'il s'agit de sociétés marocaines ou étrangères, et comment ils font pour calculer et délivrer ces genres de certificats, tout en sachant que, par exemple, dans la HQ, on trouve des classifications Platinum, Gold et Silver. Merci. Merci. Donc, je vais répondre à la première question. Oui, effectivement. Donc, Aluminium Maroc a déjà réalisé ce qu'on appelle un bilan carbone. Un bilan carbone, donc elle dresse tout un bilan pour vérifier tous les scopes, le scope 1, 2, 3 du bilan carbone. Et il va calculer une empreinte carbone pour dire, OK, donc aujourd'hui, la tonne d'aluminium fabriquée par Aluminium Maroc, voilà son empreinte. Donc, c'est toute une démarche d'audit quasiment sur la partie consommation, sur la partie achat matière, sur le process de fabrication et qui détermine cette empreinte carbone. Et bien sûr, donc on ne s'arrête pas juste au bilan carbone. Donc chez nous, donc stratégiquement, quand c'est stratégiquement important, on le suit. Donc on a périodiquement des suivis avec bien sûr des simulations pour voir aujourd'hui nos importations, comment elles sont carbonées, qu'est-ce que ça va impacter, est-ce que ça va impacter ou non, est-ce qu'on évolue ou on n'évolue pas. Donc ce qui fait, ça fait partie du quotidien pour suivre ces indicateurs et cette empreinte carbone. Voilà, je passe la parole à Céline. Merci.
Alors, par rapport aux certifications, donc aujourd'hui, clairement, on fait appel à des certifications étrangères comme le HQ, etc. et tout, parce qu'au Maroc, il n'y en a pas. Quoique, il y a des choses qui se passent en ce moment, donc on en parlera peut-être dans une autre occasion. Mais aujourd'hui, par rapport à nos certifications, nous, on fait appel à des bureaux d'études comme CISACALIA, Alto Eco, qui ont clairement dépendamment de la certification, qui ont des barèmes de calcul, etc. et tout, où voilà, ça peut être en termes thermiques, ça peut être il y a beaucoup de critères. Donc voilà, c'est des bureaux d'études comme Alto Eco voilà, qui nous accompagnent et qui nous aident à trouver vraiment des solutions. Et, voilà. Il y a encore une question, sinon on est obligé de clore. On va clôturer la conférence. J'espère que ça vous a apporté pas mal d'informations sur cette notion de taxe carbone qui est nouvelle, qui est récente et qu'il faut aborder par précaution parce que ça a un impact économique, social et environnemental pour notre pays. Et il faut qu'on soit tous prêts pour travailler main dans la main parce que tous les secteurs sont concernés, tous les acteurs sont concernés. On a besoin de consultants dans ce domaine, de certificateurs, des gens qui collectent les déchets, collectent l'aluminium pour qu'on le ramène dans les fours d'aluminium du Maroc et d'autres industriels pour le recycler et créer une économie circulaire où tout le monde se retrouve dans cette démarche. Merci de votre présence. Merci Ali Benjeloun. Badr, tu veux nous dire... Un dernier mot pour nos auditeurs. Donc, je veux simplement finir pour dire nous sommes tous producteurs, promoteurs, consommateurs, responsables du respect de la planète. Alors, construisons durablement pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures. Voilà, et merci. Merci à Capsat Group pour l'exemplarité. Merci à Aluminium du Maroc à travers ces Badr pour l'éclairage et l'exemplarité également à travers les actions que vous avez faites. Et à bientôt.